Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Les démons de Dostoïevski. J'en étais à la deuxième partie, au troisième chapitre. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Alyosha et le colonel ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Il leur semblait de l'endroit où ils étaient que les deux hommes causaient à voix basse. Cependant, le visage désespéré du vieillard les inquiétait. Aussi se regardait-il les yeux écarquillés, se demandant s'il fallait intervenir, comme il avait été convenu, ou bien attendre encore un peu. Nicolas remarqua peut-être leur hésitation et serra davantage. « Nicolas, Nicolas !» gémit de nouveau la victime, assez plaisantée. Encore un moment, et le malheureux vieillard serait certainement mort de peur. Mais son bourreau lui fit grâce et lâcha son oreille. Sous le coup de l'épouvante, le gouverneur resta sans mouvement une bonne minute. Puis il eut une sorte d'attaque. Une demi-heure plus tard, Nicolas a été arrêté, conduit en attendant au corps de garde et enfermé dans un cachot sous la surveillance d'une sentinelle. La mesure était énergique, mais notre doux gouverneur était dans une colère telle qu'il s'était décidé à en assumer la responsabilité devant Varvara Petrovna. À la stupéfaction générale, quand celle-ci, furieuse, vint en toute hâte exiger des explications d'Ivan Osipovitch, il refusa de la recevoir. Elle n'en revenait pas. Mais elle dut rentrer à la maison sans être même descendue de voiture. Enfin, tout s'expliqua. À 2 heures du matin, le prisonnier, qui s'était montré calme jusqu'alors et avait même dormi, se mit tout à coup à faire du scandale. Il donna de furieux coups de poing dans la porte, arracha d'un effort presque surhumain le grillage de la lucarne et brisa la vitre en se blessant la main. Quand l'officier de garde accourut avec ses hommes et fit ouvrir le cachot pour s'emparer du détenu et le ligoter, il se trouva que celui-ci était en proie à un violent accès de fièvre chaude. On le transporta chez sa mère. Tout s'éclaircit. Les 3 docteurs de notre ville furent d'avis que, 3 jours avant la crise, le malade était déjà probablement dans un état voisin du délire. Il était conscient et pouvait agir avec ruse. Mais il ne disposait plus ni de sa raison ni de sa volonté, ainsi que le prouvaient les faits. Il se trouvait donc que Lipoutine avait été le premier à deviner la vérité. Sensible et délicat comme il l'était, Ivan Osipovitch en fut tout désemparé. Chose curieuse, lui aussi avait donc cru Nikolaï Vsevolodovitch parfaitement capable de commettre, en ayant toute sa raison, les pires folies. Les membres du club se sentirent confus aussi. Ils se montraient surpris de n'avoir pas fait attention à ce qui sautait aux yeux et de ne s'être pas arrêtés à la seule explication plausible de ces actes extravagants. Bien entendu, il y eut aussi quelques sceptiques, mais ils se laissèrent rapidement convaincre. Nicolas garda le lit plus de 2 mois. On fit venir de Moscou en consultation un médecin renommé. Toute la ville vint présenter ses hommages à Varvara Petrovna, qui pardonna à tous. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Quand, au printemps, Nicolas complètement rétabli eut accepté sans la moindre objection de partir pour l'Italie, comme le lui demandait sa mère, celui-ci l'engagea en outre à faire quelques visites d'adieu et à en profiter pour présenter ses excuses à ceux qui l'avaient offensé. Le jeune homme y consentit volontiers. On apprit au club qu'il avait eu, avec Piotr Pavlovitch Gaganov, une explication fort courtoise et qui avait pleinement satisfait ce dernier. Au cours de sa tournée de visite, Nikolai eut une attitude très sérieuse et même quelque peu sombre. Partout, sembla-t-il, on le reçut avec les marques de la plus vive sympathie. Et cependant, les gens, on ne sait pourquoi,
se montrait quelque peu gêné et paraissait être heureux de son départ. Ivan Osipovitch versa même quelques larmes en prenant congé de lui. Mais il ne put se résoudre à l'embrasser. Il faut dire que certains d'entre nous restèrent malgré tout persuadés que le misérable était simplement moqué des gens et que le coup de la maladie n'était pas clair. Stavrogin se rendit également chez Lipoutine. « Dites-moi, lui demanda-t-il, comment vous avez pu prévoir ce que je dirais de votre intelligence à charger d'avance Agafia de me répondre. C'est fort simple, repartit Lipoutine en riant. Moi aussi je vous considère comme un homme intelligent et par conséquent, je connaissais d'avance votre réponse. Voilà tout de même une étrange coïncidence. Mais permettez, vous me considériez comme un homme intelligent et non pas comme un fou en m'envoyant Agafia. Oui, comme des plus intelligents et des plus sensés. Néanmoins, je faisais semblant de croire que vous n'aviez pas toute votre raison. Vous-même, du reste, vous avez aussitôt compris ma pensée et m'avez délivré, par l'entremise d'Agafia, un brevet d'intelligence. Pourtant, sur ce point, vous vous trompez un peu. J'étais effectivement souffrant, balbutia Nikolai Vsevolodovitch, en fronçant les sourcils. Bah, s'écria-t-il, croiriez-vous par hasard que je fusse capable, dans mon état normal, de me jeter ainsi sur les gens ? Lipoutine se fit petit et ne sut que répondre. Nikolai Vsevolodovitch pâlit légèrement, du moins à ce qu'il sembla à Lipoutine. « En tout cas, votre tournure d'esprit est très amusante, » continua Stavrogin. « Pour ce qui est d'Agafia, je comprends bien entendu que vous me l'avez dépêché pour me faire un affront. Je ne pouvais tout de même pas vous provoquer en duel. » « Ah, oui, j'ai entendu dire que le duel n'était pas votre fort. » « Qu'avons-nous besoin de copier les Français ?» dit Lipoutine en se faisant de nouveau tout petit. « Vous êtes pour les coutumes nationales ?» Lipoutine se rencogna encore davantage dans son fauteuil. « Bah... mais qu'est-ce que je vois ?» s'écria Nikolai Vsevolodovitch, en remarquant tout à coup un livre de considérants posé bien en vue sur la table. « Seriez-vous fourriériste par hasard ?»« Pourquoi pas, en somme. Mais n'est-ce pas une traduction du français ?» dit-il en riant et en frappant le livre du doigt. « Non, ce n'est pas une traduction du français, » protesta Lipoutine avec une sorte de rage. « C'est une traduction de la langue universelle, commune à tous les hommes, et non pas seulement du français. Une traduction de la langue de la République sociale universelle et de l'harmonie humaine. Voilà ce que c'est. »« Diable, mais cette langue n'existe pas, » repartit toujours en riant le jeune homme. Il arrive parfois qu'un détail insignifiant frappe particulièrement notre attention et persiste longtemps dans la mémoire. J'ai encore bien des choses à dire sur M. Stavrogin. Pour le moment, je tiens seulement à remarquer, ne fût-ce que pour la curiosité du fait que, de toutes les impressions que lui fournit son séjour dans notre ville, l'image qui se grava le plus profondément dans son esprit fut celle de ce petit fonctionnaire provincial, de cet être insignifiant presque abject, despote domestique, jaloux brutal et avare, de cet usurier qui enfermait sous clé les restes des repas et les bouts de chandelle, et qui se révélait en même temps comme un apôtre fanatique de Dieu. C'est quelle future harmonie sociale, et tombait en extase devant le tableau fantastique des phalanstères de l'avenir, à la réalisation prochaine desquels, en Russie, dans notre province, il croyait comme à sa propre existence. Et cela dans cette ville où, à force de privation, il avait acheté une maison et épousé, en seconde noces, une femme avec quelque argent, où, à 100 verstes à la ronde, il n'y avait peut-être pas un seul individu, à commencer par lui, qui ressembla, ne se fût-ce qu'extérieurement, aux futurs membres de cette République sociale universelle. Dieu sait comment ces gens-là sont faits, songeait avec étonnement Nikolai Vsevolodovitch, en se rappelant parfois ce fourriériste inattendu. Chapitre 4. Le voyage de notre prince dura plus de 3 ans. Si bien qu'on finit par l'oublier presque dans notre ville. Nous savions cependant par Stéphane Trofimovitch qu'il avait parcouru toute l'Europe et même visité l'Égypte et Jérusalem,
qu'ensuite il avait poussé jusqu'en Islande, avec une expédition scientifique à laquelle il s'était fait attacher. On racontait aussi qu'il avait suivi pendant un hiver les cours d'une université allemande. Il écrivait peu à sa mère, une fois tous les 6 mois, ou plus rarement même encore. Mais Varvara Petrovna ne s'en montrait pas froissée. Elle acceptait sans murmurer les relations qui s'étaient établies entre eux. Mais bien entendu, durant ces 3 ans, elle n'avait pas cessé un seul jour de penser avec tristesse et inquiétude à son Nicolas et de rêver à son retour. Cependant, elle ne confiait à personne ses angoisses et ses rêves, et s'était même quelque peu éloignée de Stéphane Trofimovitch. Elle bâtissait certains projets sans doute, et devenait, semblait-il, encore plus avare qu'auparavant. Aussi se montrait-elle de plus en plus mécontente des pertes de jeu de Stéphane Trofimovitch. Au mois d'avril de cette année, elle reçut enfin de Paris une lettre de son amie d'enfance. Praskovia Ivanovna Drozdov, veuve d'un général. Elle écrivait à Varvara Petrovna qu'il avait complètement perdu de vue depuis près de 8 ans, que Nikolai Vsevolodovitch était devenu le familier de sa maison et le grand ami de Lisa, sa fille unique. À tel point qu'il se proposait de les accompagner cet été en Suisse, à Verney-Montreux, bien qu'il fût reçu comme un fils dans la famille du comte, actuellement à Paris. La lettre était courte et révélait clairement son but. Tout en s'en tenant strictement aux faits, Varvara Petrovna ne réfléchit pas longtemps. Sa décision fut vite prise, et à la mi-avril, elle partit avec sa pupille, Dasha, la sœur de Tchatov, pour Paris et de là se rendit en Suisse. Elle rentra en juillet, mais seule, ayant laissé Dasha chez les Drozdov. Ces dames, au dire de Varvara Petrovna, lui avaient promis de venir chez nous à la fin d'août. Les Drozdov, eux aussi, avaient une terre dans notre province. Mais les nécessités du service du général Ivan Ivanovitch, ancien ami de Varvara Petrovna et compagnon d'armes de son mari, les avaient toujours empêchés de vivre dans leur magnifique domaine. Après la mort du général, l'année dernière, sa veuve inconsolable était partie pour l'étranger avec sa fille, dans l'intention, entre autres, de faire pendant l'été une cure de raisin à Verney-Montreux. Dès son retour en Russie, elle se proposait de s'installer définitivement dans notre province. Praskovia Ivanovna possédait aussi en ville une grande maison, inhabitée depuis de longues années et dont les volets restaient clos. Les Drozdov étaient riches. Praskovia Ivanovna, de même que son amie de pension Varvara Petrovna, était la fille d'un fermier des eaux-de-vie, de l'ancien temps. Elle aussi avait apporté à son mari une grosse dot. Le capitaine de cavalerie Touchine, qu'elle avait épousé en premières noces, possédait lui-même une certaine fortune. Il n'était pas dénué non plus de talent. En mourant, il laissa à sa fille unique, Lisa, alors âgée de 7 ans, un capital assez important. Maintenant que Lisaveta Nikolaïevna avait près de 22 ans, on pouvait certainement estimer sa fortune personnelle à 200 000 roubles, sans compter celle que devait lui laisser sa mère, car celle-ci n'avait pas eu d'enfant de son second mari. Varvara Petrovna paraissait très satisfaite de son voyage. À son avis, Praskovia Ivanovna et elle s'étaient mises d'accord. Aussitôt rentrée, elle raconta tout à Stéphane Trofimovitch et se montra fort expansive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. « Hourra !» s'écria Stéphane Trofimovitch en faisant claquer ses doigts. Il était ravi, d'autant plus qu'en l'absence de son ami, il avait mené une existence fort triste. En partant, Varvara Petrovna lui avait fait des adieux peu chaleureux et s'était bien gardée de communiquer ses projets à cette commère, craignant sans doute ses bavardages. De plus, elle était irritée contre lui, ayant appris qu'il avait perdu aux cartes une assez forte somme. Mais étant encore en Suisse, elle avait eu le sentiment qu'elle devait une compensation à son amie délaissée, qu'elle traitait depuis longtemps avec trop de rigueur. Ce brusque et mystérieux départ avait profondément atteint le cœur timoré de Stéphane Trofimovitch.
Celui-ci, du reste, comme par un fait exprès, se trouvait alors en proie à de nombreuses difficultés. Il avait à faire face à un engagement pécuniaire important et déjà ancien, qui le tourmentait beaucoup et qu'il lui était impossible de régler sans l'aide de Varvara Petrovna. De plus, au mois de mai de cette année, Ivan Osipovitch, notre bon gouverneur, avait quitté son poste, ayant été obligé de démissionner dans des circonstances assez fâcheuses. L'installation du nouveau gouverneur Andrei Antonovitch von Lemke avait eu lieu en l'absence de Varvara Petrovna. Ce changement modifia aussitôt d'une façon très sensible l'attitude de notre société provinciale à l'égard de Varvara Petrovna et par conséquent de Stéphane Trofimovitch, ainsi que ce dernier put s'en convaincre d'après certains indices désagréables mais précieux. Aussi, commençait-il à prendre peur en l'absence de Varvara Petrovna. Il craignait qu'on ne l'eût déjà dénoncé comme un homme dangereux au nouveau gouverneur. D'autre part, il apprit de sources sûres que certaines de nos dames avaient résolu de ne plus voir Varvara Petrovna. La femme du nouveau gouverneur n'était attendue que vers l'automne, mais on racontait que, bien que très orgueilleuse, c'était au moins une véritable aristocrate, très différente de notre pauvre Varvara Petrovna. On ne sait comment tout le monde savait, et avec force détails encore, que Madame von Lemke et Varvara Petrovna s'étaient déjà rencontrées dans le monde autrefois, et s'étaient séparées en ennemis. Si bien que le seul nom de l'épouse du gouverneur suffisait à mettre Varvara Petrovna mal à l'aise. L'air triomphant de Varvara Petrovna, l'indifférence méprisante avec laquelle elle a pris l'hostilité de ces dames et les bruits qui agitaient notre société ranimèrent le courage de Stéphane Trofimovitch et lui rendirent aussitôt sa bonne humeur, voulant gagner les bonnes grâces de son ami. Il se mit à lui décrire sous une forme humoristique l'arrivée du nouveau gouverneur. « Vous savez sans doute, excellent ami, dit-il en traînant sur les mots avec affaîtrie, ce que c'est qu'un administrateur russe en général, et en particulier un administrateur russe tout frais et moulu, nouvellement installé dans ses fonctions. Ces interminables mots russes. Mais il est peu probable que vous ayez pu savoir par expérience ce que c'est que l'ivresse administrative. L'ivresse administrative, qu'est-ce que cela? Voilà. Vous savez, chez nous, en un mot, installer l'individu le plus insignifiant derrière le guichet d'une gare et chargez-le de vendre n'importe quel billet. Et aussitôt cette nullité se croira en droit de pouvoir prendre attitude de Jupiter pour montrer son pouvoir. Quand vous viendrez chez lui, achetez un billet. Attends un peu, tu vas voir. C'est une sorte d'ivresse administrative. En un mot, j'ai lu qu'un sacristain de l'une de nos églises à l'étranger, mais c'est très curieux, a chassé de l'église une famille anglaise très distinguée, des dames charmantes, juste avant le commencement de l'office du Grand Carême. Vous savez, ces chants et le livre de Job, uniquement sous ce prétexte que les étrangers qui flânent dans les églises russes y introduisent le désordre et n'ont qu'à y venir, en tout cas, en dehors des heures d'office. Tant et si bien qu'une des dames s'évanouit. Ce sacristain, lui aussi, avait eu un succès d'ivresse administrative et il a montré son pouvoir. Abrégez si vous pouvez, Stéphane Trofimovitch. Monsieur Van Lemke visite maintenant sa province. En un mot, cet Andrei Antonovitch est un Allemand russe de religion orthodoxe et un fort bel homme, j'en conviens, d'une quarantaine d'années. Où avez-vous pris que c'était un bel homme? Il a des yeux de bélier. Oui, des yeux de bélier, mais je concède à nos dames. Passons à un autre sujet. Stéphane Trofimovitch, je vous en prie. À propos, y a-t-il longtemps que vous portez des cravates rouges? C'est aujourd'hui seulement. Faites-vous de l'exercice? Faites-vous chaque jour vos 6 verstes à pied, comme vous l'a prescrit le médecin? Pas toujours. Je le pensais bien. Je m'en doutais déjà en Suisse, s'écria-t-elle d'un ton irrité. Eh bien, ce n'est pas 6 verstes que vous ferez maintenant, mais 10. Vous êtes devenu non seulement vieux, mais décrépit. Votre aspect m'a frappé quand je vous ai vu tantôt, malgré votre cravate rouge. Quelle idée, une cravate rouge. Continuez donc au sujet de Van Lemke.
Si vous avez vraiment quelque chose à dire, mais terminez votre histoire, je vous en prie, je suis fatiguée. En un mot, je voulais simplement dire que c'est un de ces administrateurs qui débute vers la quarantaine. Ils végètent misérablement et puis tout à coup, ils deviennent quelqu'un grâce à un mariage inattendu ou par un autre moyen tout aussi désespéré. Il est parti maintenant. Mais je dois vous dire qu'on s'est empressé de lui glisser dans l'oreille que je corrompais la jeunesse et propageais l'athéisme. Il s'est immédiatement renseigné. Mais est-ce bien vrai? J'ai déjà pris toutes mes précautions. Quand on lui a rapporté que vous gouverniez la province, vous savez, il s'est permis de dire qu'il n'en serait plus ainsi. Il a vraiment dit cela. Oui, qu'il n'en serait plus ainsi. Et avec cette morgue, quant à son épouse Julie Mikhaïlova, nous aurons l'honneur de la voir ici fin août. Elle arrive directement de Pétersbourg. Mais pas du tout de l'étranger. Nous nous sommes rencontrés là-bas. Vraiment? À Paris et en Suisse. C'est une parente des Drozdov. Quelle coïncidence extraordinaire. Elle est ambitieuse, dit-on, et a de puissantes relations. Des bêtises, de petites relations de rien du tout. Jusqu'à 45 ans, elle était restée vieille fille sans le sou. Puis elle a attrapé ce Van Lepke et, naturellement, elle veut en faire quelqu'un maintenant. Des intrigants, tous les deux. Et il paraît qu'elle a 2 ans de plus que lui. 5 ans. Sa mère à Moscou balayait mon seuil avec la traîne de sa robe. Elle voulait, à toute force, se faire inviter à mes balles, du temps de Nikolai Vsevolodovitch. Et sa fille passait des nuits entières dans un coin sans un danseur, le front orné d'une mouche, si bien que j'en avais pitié, et lui envoyai vers 3 heures du matin son premier cavalier. Elle avait déjà 25 ans, mais on continuait à la faire paraître dans le monde en robe courte, comme une petite fille. Il devenait inconvenant de les recevoir. Je la vois d'ici, cette mouche. Je vous le dis, j'arrive et je tombe en plein dans une intrigue. Vous venez de lire la lettre de Madame Drozdov. Que pouvait-il y avoir de plus clair? Or, qu'est-ce que je découvre? Voilà que cette sotte de Drozdov, elle a toujours été une sotte, me regarde d'un air interrogateur, comme pour me demander pourquoi j'étais arrivée. Vous vous figurez aisément ma surprise. Et cette Lemke, qui tourne autour. Et avec elle ce cousin, le neveu du vieux Drozdov. Tout m'est devenu clair alors. Bien entendu, en un clin d'œil, j'ai rétabli la situation. Et Praskovia est passée de nouveau de mon côté. Mais que dites-vous de cette intrigue? Dont vous avez malgré tout triomphé. Oh, vous êtes un Bismarck. Sans être un Bismarck, je suis néanmoins capable de discerner la fausseté de la sottise que je rencontre sur mon chemin. Lemke, c'est la fausseté. Praskovia, la sottise. J'ai rarement vu une femme aussi flasque. Et avec cela, ses jambes enflent. Et par-dessus tout, elle est bonne. Que peut-il y avoir de plus stupide qu'un imbécile qui serait bon? Un imbécile méchant, ma bonne amie. Il serait encore plus bête. Repartit noblement Stéphane Trofimovitch. Vous avez peut-être raison. Vous vous souvenez certainement de Lisa. Charmante enfant. Maintenant, ce n'est plus une enfant. C'est une femme, et une femme qui a du caractère. Elle est ardente et généreuse. Et ce qui me plaît en elle, c'est qu'elle résiste à sa mère. Cette sotte crédule. Il y eut presque toute une histoire à cause de ce cousin. Mais en effet, il n'est nullement parent avec Lisaveta Nikolaïevna. Aurait-il des vues sur elle? Voyez-vous, c'est un jeune officier, très peu loquace et modeste même. Je tiens toujours à être juste. Je crois que lui-même était contre cette intrigue et ne prétendait rien. C'est la Lemke qui manigançait tout. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.